Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'actualité. On commence effectivement avec les projets concernant la fabrication de composants du plasma. En fait, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a enjoint le gouvernement de lancer le projet concernant la fabrication des composants du plasma selon les critères les plus sophistiqués en respectant les critères internationaux. Ceci est intervenu lors de la réunion du président el-Sisi avec le Premier ministre, la ministre de la Santé et un certain nombre de responsables concernés. Le président a examiné la mise en œuvre du projet concernant la collection et la fabrication des composants du plasma en partenariat avec des grands experts étrangers. Le président el-Sisi a donné ses directives au secteur médical d'être prêt à faire face contre toute vague prévue du coronavirus. D'autre part, il a jugé important que tous les éléments coopèrent ensemble et coopèrent avec les responsables dans le secteur éducatif afin de garantir la circulation de l'année scolaire en toute sécurité pour tous les étudiants. Le président el-Sisi enjoint de poursuivre les campagnes de sensibilisation à cet égard. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a apprécié pleinement les efforts et salué les efforts intensifs déployés par le personnel du comité de secours médicaux, notamment dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus. Le chef du gouvernement s'est exprimé lors de sa réunion avec le conseiller médical du Conseil des ministres, Dr Houssem Al-Masri, qui lui a présenté un rapport sur les travaux accomplis par la Commission au cours de cette année. Dr Madbouli a souligné que le système de détection adopté par le comité nécessite davantage d'efforts, mais constitue une réelle évolution positive, facilitant l'arrivée de la voix du citoyen aux diverses chaînes et plateformes concernées de l'État. L'autorité nationale des élections, l'ANE, a affirmé qu'elle annoncera demain la liste finale des noms des candidats dans les élections du Conseil des députés. Il est prévu que la période de propagande électorale commencera donc demain dans les gouvernorats de la première phase. D'autre part, les Égyptiens expatriés continuent à enregistrer leurs données jusqu'au 10 octobre. Ensuite, les électeurs pourront voter à partir du 21 et jusqu'au 25 octobre à l'étranger et en Égypte. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a affirmé que l'Égypte soutient incessamment la crise syrienne et la Syrie, tout en préservant l'unité territoriale du pays et l'indépendance de sa décision nationale. M. Shoukry s'est exprimé lors d'un contact téléphonique avec l'émissaire des Nations Unies, Geir Pedersen. Lors des entretiens, le chef de la diplomatie a réitéré la nécessité de faire face et d'affronter pleinement les réseaux terroristes et extrémistes. Pour sa part, l'émissaire onusien a affirmé ou a informé M. Shoukry des résultats de ses entretiens avec tous les côtés en litige. M. Pedersen a en outre apprécié les efforts intensifs déployés par l'Égypte et son rôle équilibré pour régler la crise syrienne. Le ministre du Tourisme, Dr Khaled El-Aneini, a annoncé hier que la mission archéologique égyptienne a découvert 59 nouveaux sarcophages intacts qui datent d'environ 2500 ans avant Jésus-Christ, ainsi qu'un nombre de statues en bon état appartenant à des prêtres et de hauts responsables de la 26e et de la 27e dynastie. Ce n'est pas la fin de la découverte, je considère que c'est le début d'une grande découverte. C'est ce qu'a précisé le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Aneini, précisant que les sarcophages de bois dataient probablement de la 26e dynastie de l'Égypte ancienne, autour des 6e et 7e siècles avant Jésus-Christ. D'après les premières observations, les sarcophages renferment les dépouilles de prêtres, de responsables politiques de haut rang et de personnalités. L'ouverture de l'un d'entre eux samedi devant la presse et des invités rassemblés sous une grande tente a révélé une momie parfaitement préservée, ornée de hiéroglyphes colorés, avec un visage aux traits finement dessinés. Des dizaines de statues ont également été récupérées aux alentours, en particulier une figurine en bronze du dieu de la fleur de lotus Nefertum. Tous les sarcophages couverts de dessins complexes
aux couleurs vives ainsi que de hiéroglyphes doivent être transportés au Grand Musée égyptien, dont l'inauguration prévue fin 2020 a été reportée à l'année prochaine. Voilà, Madame, Monsieur, c'est ainsi que prend fin cette tournée parmi les nouvelles. Tout de suite, je vous propose un commentaire sur les activités présidentielles au cours de la semaine qui s'est écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives en vue d'une expansion des zones de développement au Sinaï. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives en vue de développer les boulangeries partout en Égypte en automatisant le cycle de travail et en modernisant les logistiques dans le but d'améliorer les qualités de la production, réduire les déchets et développer le service rendu aux citoyens. La République arabe d'Égypte déplore avec beaucoup de tristesse le décès de son Altesse l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad El-Jaber Sabah. La nation arabe et islamique a perdu un leader unique dont la vie était pleine de dévouement et de réalisation. Une vie qu'il a passée au service de son peuple et de la nation arabe et islamique dont il a toujours soutenu ses causes. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives en vue de déclarer un deuil national de 3 jours en République arabe d'Égypte après le décès de son Altesse feu Cheikh Sabah Al-Ahmad El-Jaber Sabah, l'émir de l'État du Koweït. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit les travaux effectués sur les réseaux routiers nationaux avec leurs différentes étapes. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique du Premier ministre britannique Boris Johnson. Le président Abdel Fattah el-Sisi adresse un message de félicitations à son Altesse le prince Nawaf Al-Ahmad El-Jaber Sabah à l'occasion de sa prise des fonctions en tant qu'émir de l'État frère du Koweït. Le président Abdel Fattah el-Sisi prononce un discours télévisé au sommet des Nations Unies sur la biodiversité. Le président Abdel Fattah el-Sisi passe en revue les projets de modernisation du transport maritime et de la gestion portuaire en Égypte. Le président el-Sisi passe en revue le projet mondial Marabet Nasr pour l'élevage des chevaux arabes égyptiens pure race. Le président Abdel Fattah el-Sisi arrive au Koweït pour présenter ses condoléances après le décès du feu Cheikh Sabah Al-Ahmad El-Jaber Sabah. Sur sa page officielle de Facebook, le président Abdel Fattah el-Sisi a écrit « Tous mes vœux d'un prompt rétablissement au président américain Donald Trump et à la première dame. Je leur souhaite de franchir cette étape et de retrouver rapidement la santé et le bien-être pour que les efforts louables des États-Unis continuent et pour lutter contre ce virus dans le monde pour le bien de l'humanité tout entière. Que Dieu garde nos peuples et tous les peuples du monde. » إننا جميعا سنحافظ عن سيادتنا. نحن نؤمن بحقنا في الحياة ونحن نؤمن بحقنا في وطننا. إننا قاتلنا وسوف نقاتل تحرير أراضينا التي أمسك بها الاحتلال الإسرائيلي سنة 67. إن مطلبنا في الحرب معروف، لا حاجة بنا لإعادة شرط. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا مرتفعة راياتنا، ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد.
إلى الأمام. لازم نبني بلدنا بإيدينا، بعرقنا، بصبرنا، بتحملنا. المصريين أرادوا بجد إن هم يغيروا الواقع بتاعهم. أكتوبر 73 بقاء شعب ونماء أمة. Voilà, toute une stratégie pour relancer l'économie, pour mettre en place un développement et certainement un développement qui vise en fin de compte avant tout le citoyen égyptien. Ce soir, nous allons parler des programmes de réforme économique, mais surtout des régions comme le sud du pays, mais pourquoi pas aussi le Sinaï. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Raouf Ghafar. Bonsoir M. Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique, ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Et justement, comme on le dit, voilà, quand on parle de politique, politique et économie sont toujours liées. L'Égypte vise depuis quelques années à améliorer justement son économie, à réaliser un certain développement économique. Et dans ce contexte, beaucoup de projets ont été mis en place. On parle aujourd'hui de méga-projets, de nouvelles villes, d'investissements. Et j'aimerais avoir tout d'abord votre point de vue. Comment est-ce que vous voyez le programme de réforme économique? Premièrement, l'Égypte a passé depuis 2011 jusqu'à 2013 des années vraiment très difficiles. Et nous avons passé par des expériences, un mot très simple, terrible, si je peux dire. Et dès que le président Sisi, disons, en 2014, il a commencé son terme, il avait en tête un programme très bien étudié, très bien, une planification qui était, si je peux dire, immaculée. Et il a commencé comme très scientifiquement. D'accord. Alors, il fallait, premièrement, nous avions une infrastructure abominable. Il fallait faire quelque chose, une révolution dans cette direction. Et grâce à Dieu, il a pu la faire. Donc, on a commencé par l'infrastructure et je pense qu'on a fait ça avec excellence. Et à l'époque, nous n'avions pas les moyens. Donc, on a eu recours à la Banque mondiale, à la FMI, etc., qui a bien, disons, répondu à notre demande et ils nous ont accordé un prêt, voilà. Exactement. Et nous avons ensemble, disons, conçu un plan par lequel on se développe. Et grâce aux politiques de notre président et de ses administrations, on a pu suivre ce programme vraiment avec tous ses détails. Et nous avons vu que ça a réussi et cette exécution de ce programme est devenue un modèle dans tout le monde. C'est-à-dire maintenant, quand on donne un exemple d'un programme de reconstruction, si on appelle ça, de réhabilitation, si on appelle ça, mais de réforme, on mentionne toujours
l'Égypte et comment l'Égypte a exécuté ce programme et a pu réaliser ces résultats vraiment formidables. Très bien. Quand vous avez mentionné le prêt du Fonds monétaire international, parce que là aussi, on se rappelle bien qu'à l'époque, lorsque l'Égypte justement a présenté cette demande, peut-être c'était une idée depuis de longues années, mais l'Égypte a décidé enfin d'avoir recours au FMI justement pour avoir ce prêt de 12 milliards de dollars. Voilà, on a parlé de l'un des avantages justement de ce prêt et c'est la confiance. C'est-à-dire que c'était un signe de confiance en Égypte et son économie et c'est pas, comme vous justement vous l'avez précisé, les pas que l'Égypte a entrepris justement pour vers la réforme économique et pour réaliser justement son développement. Voilà, j'aimerais bien parler de cette confiance parce que quand on parle de confiance, on parle d'investisseurs étrangers. Surtout les investisseurs étrangers. Et là, c'était un point très important. Voilà, un intérêt particulier est accordé par l'État aux investisseurs et surtout les investisseurs étrangers, voilà, comme l'un des fondements de cette relance économique. C'est ça. Un investisseur qui va choisir un endroit où il veut investir, il a beaucoup de paramètres. Il doit étudier où aller, qu'est-ce qu'il va faire, s'il va faire des bénéfices, les gains, etc. Donc c'est une étude assez pénible pour... donc, quand un pays comme l'Égypte réussit à obtenir un prêt considérable d'une institution financière la plus grande au monde et un mois, 2 mois, 1 an, etc. Il y a toujours des rapports. Oui. Il y a des délégations qui viennent et qui, justement, ils jettent des coups d'œil, ils révisent les chiffres et ils voient comment on a utilisé ces prêts et les résultats qu'on a joués. Donc, une fois que ça commence à apparaître, ce genre de rapport positif, ça donne un tampon, disons, oui, de confiance dans l'économie de ce pays. Donc, dans ce cas, l'Égypte. Et une fois que cette confiance existe, c'est un point d'attraction pour tous les investisseurs, parce que, étant donné que ce genre d'instituts et d'institutions ont confiance dans l'économie de ce pays, ça veut dire que ce pays est capable de se développer. Non seulement ça, mais il est capable de repayer ses dettes. Donc ça, c'est encore une fois une chose très importante. Et je pense que c'est grâce aux réformes qui ont été exécutées, je répète, avec excellence, que nos chances d'avoir des investisseurs a augmenté considérablement. On a commencé à avoir et des investisseurs, disons, individuels, et des pays qui sont intéressés à venir donner coup de main, former des joint ventures, etc., pour nous aider d'un côté à nous développer, mais de l'autre part... réaliser des gains. Voilà, parce que aussi c'est un marché très attirant. Voilà. Exactement. On va revenir justement à ce point, mais retour en arrière pour justement se rappeler que le gouvernement égyptien engagé en 2016 dans un ambitieux programme de réforme économique s'était donné 3 ans avec l'aide étrangère pour relancer justement cette économie qui était justement en récession à l'époque. L'objectif de l'État était de mettre en place les dispositifs pour le retour de l'investissement, le redémarrage de la production industrielle et de l'emploi dans le cadre d'une stratégie de 3 ans. Je vous invite à présent de suivre ce commentaire signé Dalia Karam. Les réformes économiques mises en place par le gouvernement égyptien auront un impact positif sur l'économie et sur le front social, en particulier sur le moyen et long terme, d'après le ministère de la Coopération internationale.
Selon Hani Al-Mashat, ministre de la Coopération internationale, les programmes d'aide représentent un soutien temporaire. Les donateurs, dit-elle, aident l'Égypte à se positionner en terrain solide et à ne plus dépendre de l'aide étrangère, à ne plus dépendre d'emprunts auprès d'institutions financières internationales. Le 11 novembre 2016, le Fonds monétaire international a accordé à l'Égypte un prêt de 12 milliards de dollars sur 3 ans. Le pays a aussi bénéficié d'un prêt de la Banque mondiale d'1 milliard de dollars. Auprès de la Banque africaine de développement, l'Égypte dispose d'un prêt d'un total de 1,5 milliard de dollars. Et avec l'Union européenne, un prêt de 800 millions de dollars a été finalisé. Pour la ministre de la Coopération internationale, il s'agit d'améliorer le niveau de vie des Égyptiens et de retrouver une croissance durable dépassant les 6% en 2020 contre 3,5% au premier semestre 2016. Madame El-Mashat explique que la réforme repose sur 3 piliers. Le premier est la participation du secteur privé. La clé du programme de réforme est d'améliorer l'environnement des affaires, d'encourager l'industrialisation et de promouvoir les exportations, dit-elle, en précisant qu'il s'agit d'attirer les investisseurs. Le deuxième pilier est la refonte budgétaire, autrement dit la limitation des subventions qui représentent 7,9% des dépenses de l'État. Sur le logement social, les subventions allaient aux promoteurs. Nous les avons fait passer du côté de l'offre à celui de la demande afin que les subventions puissent cibler les bas et moyens salaires, plaide-t-elle. Le dernier volet est la réforme monétaire, une étape majeure en termes de stabilité économique. Le 3 novembre 2016, l'Égypte avait décidé de faire flotter sa monnaie et le taux fixe de 8,8 livres pour un dollar est monté jusqu'à 18 livres. Ces réformes, rappelle la ministre, ont été retardées pendant des décennies. Parallèlement, Madame Machat explique aussi que l'aide internationale n'est pas seulement purement budgétaire, mais se traduit par une aide sectorielle, comme dans le domaine de l'énergie, avec la participation notamment de l'Agence française de développement. Dans le secteur de l'énergie, Madame El-Machat revendique une réforme politique en expliquant que l'Égypte a fait ses premiers pas vers l'énergie renouvelable avec des projets dans le solaire et l'éolien. L'aide étrangère pourrait représenter un nouveau fardeau dans un pays où le service de la dette grève les finances de l'aide. L'aide étrangère pourrait représenter un nouveau fardeau dans un pays où le service de la dette grève les finances de l'État. Mais Madame El-Machat assure que le gouvernement surveille attentivement la dette extérieure et surtout, ajoute-t-elle, avant de finaliser tout accord, nous nous assurons que le projet est capable de repayer. Par ailleurs, selon elle, tout programme de réforme économique doit être accompagné de filets de sûreté sociaux. La ministre met ainsi en exergue 2 mesures phares. Le développement des transferts conditionnels en espèces pour aider les familles les plus pauvres et du microcrédit. Monsieur Raouf Gafar, quand on parle de projet, quand on parle de réforme, il faut rappeler que ça vise presque tous les secteurs et tous les domaines, c'est-à-dire le réseau routier, à commencer par le réseau routier, et vous avez justement utilisé le mot, je sais pas, renaissance peut-être, révolution. On peut parler aussi des nouvelles villes, donc nouvelles communautés, une nouvelle ville et une nouvelle vie. On peut parler de projets comme les projets de pisciculture, la bonification de terrain, l'eau, l'assainissement justement de l'eau, c'est-à-dire toute une palette de projets qui ont été mis en place parallèlement. Et c'est peut-être intéressant aussi de rappeler et d'insister sur le fait que pendant cette pandémie de Covid-19, le travail ne s'était pas arrêté. Oui, c'est-à-dire, on commence par la fin, oui, à travers le Covid-19, juste peut-être 5 ou 6 pays ont pu se soutenir pendant cette pandémie. L'un d'autres, c'était l'Égypte, à cause justement des programmes de réforme économique qui a permis à notre économie de résister le défi du Covid-19. Alors, ça, c'est un témoignage que tout ce qu'on a fait était sur la bonne voie. Il faut mentionner encore que l'Égypte, bien que, grâce à Dieu, on a découvert du gaz, on a découvert beaucoup de choses
qui sont... Oui, dans le domaine de l'énergie, C'est voilà, ça, dans c'est l'énergie, énorme. nous avons le soleil qui n'a pas été exploité. On a commencé et on a construit des stations solaires géantes, je veux dire. Celle de Bemben, c'est la plus grande au monde et je pense que si on continue, on va construire encore des... En fait, ce secteur avance d'une façon parallèlement, c'est-à-dire il y a et l'énergie renouvelable et le gaz, vous l'avez mentionné, et le pétrole. Voilà. C'est ça. Mais la richesse, vraiment, la plus importante, c'est le facteur humain. C'est-à-dire, nous avons une ressource humaine considérable. Et c'était toujours la vision du président et de les administrateurs vers la vie, comme on dit, décente. Et dernièrement, on a commencé à entendre ce terme, voilà. C'est-à-dire élever et améliorer le niveau du citoyen égyptien. Tout un projet, exact, une initiative qui est décente. Colossal, parce que ça va dans 4-5 directions. Une fois que le citoyen se sente mieux, automatiquement, l'éducation va s'améliorer, la santé va s'améliorer. Donc tous les dossiers vont être ouverts et nous allons voir des résultats très, très positifs dans toutes ces directions. Donc ça, c'est logements sociaux, comme vous l'avez mentionné dans votre rapport. Donc une fois que, comme je viens de dire, la personne égyptienne voit qu'elle a de l'importance et que son président, son pays lui donne l'importance qu'un être humain déserve, automatiquement son style de vie va changer et il sera, à mon opinion, une autre personne complètement. Très bien. Vous avez parlé justement de vie décente. Vous avez parlé du facteur humain. Parce que là aussi, c'est un point, c'est le point peut-être le plus important dans toute cette équation, si on peut dire. Voilà. On parle de l'être humain et on commence aussi avec la jeunesse. C'est-à-dire, au cours des dernières années, on a témoigné, ou on a vécu un intérêt particulier pour la jeunesse. Des forums pour la jeunesse égyptienne, voilà, et donc une plateforme pour un échange directement avec le chef de l'État, écouter et poser leurs questions et être justement engagé dans un programme qui vise justement la jeunesse égyptienne. Vous avez parlé, j'aimerais parler de ce point, mais justement retour à vie décente et on donc comme projet le projet d'Al-Asmarat et j'aimerais parler de la jeunesse maintenant et puis nous allons retourner pour parler encore d'autres exemples comme l'Asmarat. Les jeunes gens représentent quoi, 60-70% de la population égyptienne. Donc, ils représentent le futur. Si ces jeunes gens ne sont pas bien éduqués, bien entraînés, pour devenir des entrepreneurs, pour devenir des ouvriers, c'est-à-dire toutes sortes de éducation, que ce soit scolaire ou technique, etc., ils doivent être préparés pour gérer le futur. Parce que d'ici 15 ans, 20 ans, ce sont eux qui vont avoir les choses en main et ce sont eux qui vont gérer notre pays. Alors il faut les préparer très bien. Et ça, c'était à mon opinion, une clairvoyance du président. Et vous avez mentionné qu'un forum après l'autre, une conférence après l'autre, particulièrement consacrée aux jeunes gens. Et non seulement égyptiens, mais africains et mondial, voilà. Donc c'est étendu pour tout le monde. Et on échange les expériences, on échange les informations, etc., etc. Et puis tout le monde se transforme en informatique. Et ce genre de technologie, c'est justement la technologie des jeunes. C'est-à-dire les vieux comme
comme moi par exemple, c'est difficile d'assimiler ce genre de technologie. Oui. Par contre, nos enfants, nos petits-enfants, pour eux, c'est un... C'est l'occasion, en fait, oui, justement, c'est l'occasion aussi de parler de la transformation numérique et les efforts déployés en ce sens aussi, dans cette direction, puisque quand on parle, par exemple, de la nouvelle capitale administrative, voilà, et justement, qui va être, voilà, le pionnier ou voilà, l'exemple modèle de cette transformation numérique. Hier, le chef de l'État était en réunion avec les juges, et là aussi, c'était l'occasion de te parler du numérique et à quel point, justement, il faut faciliter le quotidien des citoyens. Quand on parle encore une fois des citoyens, il faut parler de la Haute-Égypte. Parce que ces programmes de réforme visaient aussi les villages des plus démunis. C'est-à-dire, par exemple, l'Asmarat, c'est sur le Caire, ici. Oui. Et là, il faut rappeler que c'est tout un complexe où il y a les écoles, les clubs, la mosquée, l'église, c'est-à-dire comme les lotissements, si l'on peut dire. Mais il faut rappeler aussi que pour les villages les plus démunis, un intérêt aussi particulier a été justement accordé à ces villages. Je rappelle que le gouvernement égyptien a mis en œuvre un programme d'amélioration des services d'eau et d'assainissement justement dans 4 gouvernorats de Haute-Égypte, composé de plusieurs projets. Il est justement à la reproduction d'un programme similaire en cours d'exécution dans le delta du Nil. Le projet vise à l'amélioration globale du service de l'eau et de l'assainissement en Haute-Égypte pour réduire la pollution des eaux et les risques sanitaires qui s'en suivent. Là, tout de suite, Dalia Karam nous propose plus de détails, mais juste voilà des parenthèses pour dire que ces programmes visent aussi d'assainissement, en particulier l'assainissement. Beaucoup d'efforts sont déployés aussi dans cette direction pour d'autres régions de l'Égypte et pour d'autres fins. Tout de suite, Dalia Karam. L'État égyptien accorde une grande priorité au développement de la Haute-Égypte dans le cadre d'un programme de développement cohérent et intégral, en se concentrant sur les villages les plus nécessiteux pour combler le fossé intérieur et réduire la migration rurale, tout en donnant une forte impulsion au développement des régions prometteuses pour exploiter les opportunités existantes et créer plus d'emplois. En 2012, seuls 20% des eaux usées rurales étaient traitées en Haute-Égypte, l'une des régions les plus pauvres du pays. La pollution du Nil et du système de canaux d'irrigation par les eaux usées s'en ressent et a des conséquences très graves. Elle menace l'agriculture et la production d'eau potable et constitue un danger pour la santé de la population. Le gouvernement égyptien a donc élaboré un programme d'amélioration des services d'eau et d'assainissement dans 4 gouvernorats de Haute-Égypte. Composé de plusieurs projets, il est la reproduction d'un programme similaire en cours d'exécution dans le delta du Nil. Le projet vise l'amélioration en quantité et en qualité du service de l'eau et de l'assainissement dans les gouvernorats de Kena, Sohag, Asiout et Minya en Haute-Égypte grâce à un programme d'investissement sectoriel centré sur les besoins les plus urgents. Objectif du programme, améliorer la performance des services d'eau et d'assainissement existants grâce à des mesures de réhabilitation, construire de nouvelles infrastructures dans le domaine de l'assainissement, y compris des projets de raccordement au réseau d'égouts et construction de nouvelles stations d'épuration. Le programme vise également à aider les sociétés d'eau et d'assainissement concernées à améliorer leur taux de recouvrement des coûts et leur taux de collecte des factures grâce à un effet incitatif. Le déblocage des fonds pour la construction de nouvelles infrastructures est en effet conditionné par l'atteinte d'objectifs de performance financière.
Le développement du Sinaï. Voilà, effectivement, c'était un commentaire sur le développement du Sinaï, puisque aussi l'Égypte accorde un intérêt très particulier au développement du Sinaï. Un projet grandiose pour l'assainissement aussi des eaux de la mer et profiter des eaux souterraines. J'aimerais là vous écouter, M. Raouf Ghafar. Non, ça c'est le projet qui a reçu le meilleur projet au monde il y a juste quelques jours. Oui. C'est un projet d'assainissement qui, disons, assainit l'eau de drainage qui vient du drain qui s'appelle Mahsama. Et puis il y a une station qui traite 1 million de mètres cubes par jour. Et ça passe par un siphon sous le canal de Suez en direction du Sinaï, justement pour cultiver 50 à 60 000 fédans de l'autre côté du canal de Suez. Un projet colossal, un projet qui a été conçu avec intelligence et qui a été exécuté dans un temps record. Et c'est pour ça que il a été reconnu comme le meilleur projet dans ce domaine dans tout le monde, justement il y a quelques jours. Ce genre de projet, c'est exactement, comme vous venez de dire, pour le développement du Sinaï. Oui. Sinaï, c'est une partie très chère de notre... Et justement, on passe maintenant, nous sommes très près du... octobre, oui. Donc voilà. La guerre d'octobre, et c'est justement à propos du Sinaï. Oui. Donc le développement du Sinaï, c'est un rêve qu'on a rêvé pour des dizaines d'années, mais on commence maintenant à voir que ça se réalise. Je parle du nord et du sud. Peut-être le Sud a eu un peu plus de chance parce que il y a des endroits touristiques, il y a la mer, il y a les corails, etc. Mais sur le plan nord du Sinaï, c'était complètement désert. Donc maintenant, il y a beaucoup de projets. Réclamation de terrain, cultivation de terrain, comme vous l'avez dit, des fermes de poissons, il y a des universités, il y a des bâtiments, il y a tellement de choses. Et il faut mentionner qu'on fait tout ça tout en avant un défi terrible Oui. avec le terrorisme que, heureusement, ça commence à disparaître et nous espérons bien que ça disparaît complètement. Mais réaliser ce genre de projet colossal, si je peux utiliser le mot, au milieu de ces défis, c'est une chose à admirer. Tout à fait, à saluer certainement. Et là, vous avez mentionné le terrorisme. Voilà, c'est l'occasion peut-être d'insister sur l'importance de l'opération globale Sinaï 2018 et qui vise à éradiquer le terrorisme du pays. Voilà, ça a été lancé, cette opération, et qui vise non seulement le Sinaï, ça a commencé certainement avec le Sinaï, comme le désigne le nom, mais ça couvre tout le territoire égyptien. Beaucoup de défis du côté de l'ouest, certainement, et de l'est, voici. Et ça nous ramène justement à parler de la stabilité, parce que toujours on répétait que pas de stabilité sans développement. Les projets qui sont mis en place aujourd'hui dans le Sinaï visent le développement, mais aussi la stabilité de cette partie très chère de l'Égypte. Voilà, l'Égypte célèbre après-demain donc la victoire du 6 octobre, tout un mois de célébration, exactement. Une belle victoire du 6 octobre 1973. C'est très significatif de se rappeler de cette journée, mais aussi des réalisations sur le terrain aujourd'hui. Bonification de terre dans le Sinaï, au milieu du désert, M. Raouf Ghafar. Voilà, ça c'est un projet aussi énorme. Et on doit dire que on combat le terrorisme, la police fait ça avec l'armée, etc. Mais le développement, c'est, je veux dire, c'est un outil ou peut-être une arme très efficace contre le terrorisme.
une fois qu'on crée des communautés et on commence des projets et offrir des emplois aux jeunes gens, etc., automatiquement, ça aide à lutter contre le terrorisme. Et certainement aussi un accès très facilité pour le Sinaï. Aujourd'hui, on a des tunnels, pas un seul tunnel, comme était le cas avec le tunnel de Ahmed Hami, voilà, des tunnels qui lient ce territoire, le Sinaï, au reste justement du pays, voilà, ce qui facilitera et les transports et les voyages, tout le mouvement voilà. Maintenant, les activités en général. C'est une partie intégrale, d'ailleurs c'était toujours intégrale, mais je veux dire que l'accès le plus facile, le meilleur, parce que maintenant on peut, comme vous l'avez dit, on peut passer d'un côté à l'autre très facilement, et donc ce n'est plus un problème. À l'époque, on attendait, etc., mais pour traverser sur bateau, mouche, etc. Maintenant, non, il n'y a pas ça. Et transportation des personnes, transportation des produits d'un côté à l'autre, ça c'est une chose vraiment plus qu'excellente. Très bien. Voilà, on le répète, l'État accorde une grande priorité au développement du Sinaï et dans le cadre de ce programme de développement cohérent et intégral du pays. Tout de suite les détails. Le total des investissements publics destinés au développement du gouvernorat du Sud-Sinaï dans le nord du budget 2020-2021 s'élève à 3,68 milliards de livres, où le secteur de l'eau représente la plus grande partie du total avec 23,6% selon le ministère de la Planification et du Développement économique. Les autorités égyptiennes avaient annoncé le 15 avril 2018 avoir débloqué un fonds d'un montant de 275 milliards de livres égyptiennes, soit environ 15,6 milliards de dollars en faveur du développement de la péninsule du Sinaï. Cette décision entre dans le cadre d'un programme national visant notamment l'éradication du terrorisme dans la zone. Les efforts de lutte contre le terrorisme ne porteront leurs fruits que s'ils sont accompagnés d'un développement global, affirmé à maintes reprises et à chaque occasion le président Abdel Fattah el-Sisi. En conséquence, un programme national a été lancé pour développer le Sinaï avec un financement initial de 275 milliards de livres égyptiennes sur 4 ans, avait expressément déclaré le chef de l'État. Cette enveloppe vient s'ajouter au fonds débloqué pour cette région. En mars 2018, à l'occasion de la visite en Égypte du prince saoudien Mohammed Ben Salman, le pays des pharaons et son partenaire l'Arabie saoudite avaient annoncé la mise sur pied d'un fonds de 10 milliards de dollars toujours en faveur de la péninsule du Sinaï. Les fonds devraient servir à développer 1000 km² du Sinaï dans le cadre du projet NEOM. Et en septembre 2018, les autorités égyptiennes et la Banque mondiale étaient en phase de finalisation d'un autre appui financier d'1 milliard de dollars pour des projets de développement dans la péninsule du Sinaï. Ce financement par la Banque mondiale ciblera prioritairement le secteur privé, les petites et moyennes entreprises, les femmes entrepreneurs et les infrastructures, ce qui contribuera à attirer des investisseurs qui pourront, selon le ministère de la Coopération internationale, bénéficier d'incitations fiscales pouvant aller jusqu'à 50%. Le ministère a par ailleurs annoncé avoir obtenu un financement de 2,5 milliards de dollars du Fonds de développement saoudien, du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et du Fonds arabe pour le développement économique et social. L'objectif étant de créer des emplois, construire des routes et des réseaux intégrés reliant le Sinaï à d'autres gouvernorats, mais également de créer des zones urbaines, de construire des usines de dessalement et des unités résidentielles et d'apporter un soutien aux femmes et aux familles de la péninsule. لقد كان الليل طويلا وثقيلا ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر. أن اعتقادي دائما كان ولا يزال أن التمني بلا إرادة نوع من أحلام اليقظة
يرفض حبي وولائي لهذا الوطن أن نقع في سرابه أو في ضبابه. أكتوبر 73 بقاء شعب ونماء أمة. Voilà, le Sinaï, une terre qui possède beaucoup de potentiel, riche en ressources naturelles. Et voilà, il faut en profiter, Monsieur Raouf Ghaffar. Oui, certainement. Voilà. Vous avez justement pris la parole. Le Sinaï, c'est un endroit très riche. Il y a tellement de ressources minérales, naturelles, etc., qui ont été complètement, je ne veux pas dire mal exploitées, mais complètement ignorées, oubliées pour de longues années. Alors il était temps de vraiment se concentrer sur cette mine d'or, si je peux l'appeler, oui, et essayer de exploiter ces ressources et en profiter. Donc ça, c'est une chose... je veux mentionner deux petites choses, si vous me permettez. Premièrement, on a parlé des jeunes, mais je veux parler de l'autonomisation de la femme. Ça, c'est une chose très importante. C'est vrai, oui. L'État, le président, accorde une importance extrême vers cette chose très bonne. Si je veux dire, la femme, c'est 50% de la communauté. Donc ça, c'est une chose vraiment excellente. L'autre chose, c'est que on n'a pas que notre ministre de planification est une femme, mais il y a 2-3 ans, on parlait de l'Égypte 2030. Maintenant, on ne parle plus de 2030, on parle de 2050. Donc, cette clairvoyance, cette longue vision, ça donne une confiance qu'on ne pense pas sous nos pieds, on ne regarde pas, mais on veut penser au futur des générations qui arrivent et essayer de leur présenter une vie meilleure à la vie d'aujourd'hui et justement les placer où ils déservent. Très bien, voilà. Puisqu'on a terminé avec la femme, c'est peut-être l'occasion de parler de la femme bédouine. Et voilà, les projets justement qui sont consacrés aux populations locales. On termine en fait avec le Sinaï et c'est peut-être l'occasion aussi de saluer tous ceux qui ont participé à cette guerre du 6 octobre, à cette victoire, voilà, et vous, y compris certainement, et à tous les habitants du Sinaï, voilà, certainement, c'est l'occasion, il faut le faire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Raouf Ghaffar. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir pour nous de vous avoir ce soir parmi nous. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.